Ok boomer. Ok boomer. C'est quelque chose qu'on entend souvent au quotidien de la part des jeunes, voire aujourd'hui des moins en moins jeunes, hein, mais de cette génération qui est la mienne, hein, notamment, et qui estime finalement que peut-être que les générations plus anciennes n'en ont pas fait assez. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté, c'est comme ça que c'est discuté, et c'est comme ça que malheureusement on le retient. Mais derrière cette expression OK boomer, moi j'avais envie d'un petit peu en discuter avec vous, d'un petit peu échanger, et de creuser plus loin finalement que juste ce qu'on nous affiche, que ce soit dans les médias, mais aussi même par les interprétations des uns et des autres. Ok Boomer, pour moi, a une signification toute particulière, puisque dans mon cadre, j'ai l'occasion de l'utiliser assez souvent, je vais le dire. Alors, déjà humoristiquement parlant, hein, déjà moi-même parfois je me dis boomer, puisque si vous l'ignorez, je suis streamer et donc je suis face à des jeunes, des gens encore plus jeunes que moi, et forcément c'est un petit peu marrant de pouvoir rigoler de ça avec légèreté et de leur dire que par rapport à eux, moi je suis un boomer. Mais même plus largement, dans ma famille, et notamment en particulier mon père, à qui je vais dédicacer cette vidéo, hein, on a tendance à discuter un petit peu de politique, d'actualité. Moi qui suis très intensément l'actualité et justement les décisions qui sont prises par les gouvernements, mais donc l'actualité mondiale, mais aussi évidemment j'essaye de suivre l'actualité belge. Et mon père, finalement, étant plus terre à terre, hein, beaucoup plus peut-être dans le contact, et qui s'informe, certes, en partie par les journaux, mais aussi par, finalement, ce qu'on lui rapporte, ce qu'on lui dit tous les jours, en fait, que ce soit des commerçants, mais que ce soit des clients, que ce soit des amis, bref, c'est finalement une manière très différente de s'informer, mais qui pourrait, voilà, ce n'est pas une critique évidemment, je dirais que c'est justement deux manières très différentes de s'informer et qui me permettent aujourd'hui de faire cette vidéo. Ok Boomer, c'est souvent pris comme une insulte de la part des plus vieux, de la part de ceux qui justement reçoivent cette expression dans la figure, et ils se ressentent finalement comme une sorte de, comment dire, de condescendance de la part de la jeunesse pour dire, regardez, nous, on est plus malins que vous, vous êtes des gros cons, vous êtes finalement des vieux qui ne sont bons à rien. Parce que c'est un petit peu ça que veut dire OK Boomer quand un jeune le dit à un vieux. Hein. C'est vraiment l'impression que j'ai, moi, en tout cas, personnellement, que j'ai l'impression que les personnes plus âgées ressentent. Or, justement, souvent, la réponse de ces personnes, ça va être oh, tu es jeune, tu ne connais rien à la vie, etc. Donc, à la condescendance, en fait, que les personnes plus âgées vont recevoir et vont avoir l'impression de ressentir par rapport aux jeunes, eh bien, ils vont répondre eux-mêmes, souvent, par de la condescendance. Et en tout cas, ce qui va être perçu comme de la condescendance, parce qu'on va justement rentrer un petit peu plus dans le détail, et du coup, forcément, ça fait un dialogue de sourds où on a juste l'impression que deux personnes s'insultent, se tournent le dos et s'en vont. Comme je vous le dis, ça arrive très souvent d'ailleurs avec mon père, où on a des discussions qui sont extrêmement intéressantes. Et puis tout à coup, il y a comme un désaccord de trop, comme une manière où on a l'impression peut-être de tourner en rond dans la discussion, ou peut-être il y en a l'un des deux qui en a marre, et tout à coup, que ce soit le hockey boomer ou que ce soit de la provocation pour amener à un peu, voilà, je vais dire, à cette petite colère, eh bien, tout à coup, arrive un petit peu ce moment, parce que même si c'est pas dit explicitement, c'est un petit peu, ça arrive toujours à un certain moment, et puis, on se tourne le dos, on se dit, ok, on a des opinions divergentes, là je vous fais la version un peu soft, hein, et puis simplement, on va qu'à nos occupations, et on se dit, c'est pas grave, on jette l'éponge. Alors bon,
On va pas se mentir, vous en avez un petit peu rien à foutre hein, de la relation entre moi et mon père, ce que je peux tout à fait comprendre, mais c'est parce que pour moi, justement, elle représente très très bien le fond, en fait, du problème intergénérationnel. Et je voulais justement essayer de l'expliquer aujourd'hui, pour que ce soit pour les jeunes, qui, comme moi, parfois, sommes agacés par des personnes plus âgées, qui ne semblent pas comprendre où on veut en venir, mais aussi aux personnes plus âgées, qui peut-être ont l'impression que nous sommes des jeunes cons, qui croyons tout savoir, et qui ne respectons finalement pas vraiment le vécu et l'expérience, hein, on va dire, les personnes plus âgées ont connu. Et j'aimerais à ces personnes, justement, essayer, parce que autant je ne suis peut-être pas sûr de ce que les personnes plus âgées peuvent penser, puisque je n'ai pas leur âge, autant je crois pouvoir expliquer pourquoi est-ce que OK Boomer, ce n'est pas juste une posture, en fait, de condescendance. Donc, revenons-en à quand est-ce que ça a été sorti OK Boomer. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. OK Boomer, ça a été sorti de base, hein, je pense en Australie, bon, c'est peu importe. Dans un débat qui avait été fait dans un discours qu'une femme faisait au Parlement du coup australien, je pense, devant lequel elle expliquait à quel point il était important de se soucier du réchauffement climatique. Et là, un vieil homme, plutôt climato-sceptique et politicien, dans l'audience, la chahutait cette jeune fille, qui lui a répondu « OK Boomer ». Et c'est de là qu'est partie un petit peu cette phrase, hein, cette expression, qui est même utilisée aujourd'hui par chez nous. Et en fait, justement, elle a été utilisée, elle est toujours utilisée, et je pense qu'elle a été un peu, parfois surutilisée, parfois suranalysée aussi, alors que ce OK Boomer, en réalité, représente énormément de choses extrêmement importantes. Ce OK Boomer est vraiment totalement représentatif, en fait, du problème qui se pose aujourd'hui entre les générations. Mais non seulement il est hyper représentatif, mais il est tellement représentatif que justement, tout le monde l'a mis à sa sauce, et c'est un petit peu parti en vrille. Donc revenons un petit peu à l'origine de ce OK Boomer, si vous voulez bien. Enfin, pas justement à l'origine, mais plutôt à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Regardons son évolution. C'est plutôt ça que j'essaye d'amener. C'est qu'est-ce qu'aujourd'hui, fondamentalement, ça veut dire quand un jeune vous dit « OK Boomer » finalement. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Pourquoi est-ce qu'en fait, elle est si importante? Pourquoi est-ce qu'elle marque tant son temps? Alors, on va d'abord se mettre du côté de ceux qui l'énoncent, c'est-à-dire les jeunes. Et j'ai l'impression, quand on dit « OK Boomer », moi personnellement, je l'utilise jamais justement dans un débat. J'essaye absolument d'éviter de le dire, parce que quand on est face à des personnes, qu'elles soient réellement Boomer ou non, hein, parce qu'en réalité, ça se dit même aujourd'hui je vais dire, des personnes qui ont 40 ans, par exemple, et qui ne sont pas Boomer dans le sens strict du terme. Mais donc, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi est-ce qu'en fait un jeune utilise OK Boomer de manière générale? Et pourquoi est-ce qu'en fait ça crispe? OK Boomer, c'est une manière pour les jeunes finalement de signifier OK gros, OK mon gars, ou ma meuf, hein. Ce que tu dis est complètement biaisé finalement. Ce que tu dis n'a pas de fondement, elle est juste basée sur ce que tu ressens. Parce que c'est ça la réalité en fait, et c'est ça le reproche qui est fait aux boomers. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on est, en fait, c'est pour ça que c'est très particulier, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une évolution sociale extrêmement rapide, avec des bouleversements technologiques majeurs, qui, en tout cas, ne sont pas arrivés souvent, je pense, dans l'histoire de l'humanité. Ce sont des choses qui sont assez nouvelles pour la plupart d'entre nous. Et je veux dire, on a des choses nouvelles, mais aussi presque affolantes, dans lesquelles on n'a pas pu s'adapter. Et, par exemple, hein,
On peut parler d'Internet qui permet littéralement de parler à n'importe qui dans le monde. N'importe qui dans le monde. Et même dans l'espace. Et ça, c'est dingue. C'est qu'on ne se rend pas compte, je pense, à quel point les choses ont évolué. Et en fait, c'est pour ça que le fameux OK Boomer est si important. C'est qu'en fait, boomer ou pas, on s'en fout. C'est pas tant ça qui est... C'est pas l'année de l'essence qui est importante. En fait, ce qui est important, c'est de se rendre compte que les situations ont énormément évolué, parfois en quelques décennies. Ce qui avant prenait peut-être des siècles, aujourd'hui change en des décennies. Alors, je dis peut-être parce que, ayant étudié un petit peu l'histoire, un petit peu certes, mais un petit peu quand même, je sais que parfois on fait des raccourcis, parfois on a tendance à un petit peu sublimer le présent au détriment du passé. Donc parfois aussi, voilà, il est possible que ça soit arrivé aussi par le passé, qu'il y ait des technologies peut-être moins impressionnantes qu'aujourd'hui, mais des technologies, pardon, qui ont quand même changé la vie de l'humanité très rapidement et que du coup, les gens ont dû s'adapter. Mais alors, pourquoi est-ce que les jeunes sortent aujourd'hui OK Boomer ? C'est parce qu'en fait, il faut bien admettre que, du coup, vu que la situation a changé très vite et très rapidement au fil des années, c'est très difficile en fait de ne pas se rendre compte que si vous êtes né dans les années 2000, ce n'est pas pareil que si vous êtes né dans les années 90, ce qui n'est pas pareil que si vous êtes né peut-être dans les années 80 ou 70. Non seulement l'éducation était très différente, déjà parce que ce soit en termes de moyens, on sait que les écoles ont de moins en moins de moyens, l'inflation ne fait que grandir, ce qui est normal en économie, hein, même si elle a plus grandi ces dernières années, elle ne fait que grandir depuis, je vais dire, 50 ans, et ça ne veut pas pour autant dire qu'on a donné plus d'argent et qu'on n'a pas lié cette inflation dans ces secteurs, et notamment dans l'éducation. Donc l'éducation est très différente, et je peux vous l'expliquer même très simplement, hein. C'est que dans les années 90, par exemple, moi j'ai grandi avec le trou dans la couche d'ozone qu'il fallait absolument combattre. Je m'en souviens très bien, c'était vraiment à toutes les sauces. On nous disait de faire attention aux... enfin, je ne sais plus comment on appelle, ce sera le mot que j'aurais oublié aujourd'hui, ce n'est pas grave. Aux aérosols, voilà. Et... de faire attention aux aérosols et de surtout voilà, que le trou dans la couche d'ozone, ça pouvait amener à la fin de l'humanité. Quelque chose de très important. Sauf que, voilà, dans les années 2000, la réalité c'est que le trou dans la couche d'ozone était en train de se résorber, voire même aujourd'hui, figurez-vous qu'avec les lois quand même, et ça c'est quand même une victoire de l'humanité, avec les lois contre les aérosols les plus nocifs, on a réussi à sauver le trou dans la couche d'ozone, et ce n'est plus une menace directe. Et voilà, il faut quand même le souligner, parce que c'est quand même une victoire écologique majeure, alors que le trou était très franchement immense. Voilà. Mais du coup, les jeunes qui sont nés dans les années 2000, moi je suis né dans les années 90, les jeunes qui sont nés dans les années 2000, je ne sais même pas s'ils ont connu le trou dans la couche d'ozone. Je ne sais même pas s'ils ont eu connaissance de ça. Alors peut-être que si on leur en parle maintenant, oui, ça va leur dire un truc. Mais clairement, ça va pas autant leur parler qu'à moi, à qui on a appris que c'était si important. Et vous vous rendez compte que ça, c'est seulement en 10 ans. 10 ans séparent seulement ces deux générations, si on peut dire des générations. Et en 10 ans, il y en a une qui avait un problème écologique qui a été résolu entre-temps, et il y en a une autre, par contre, qui a un problème écologique totalement différent, et qui n'a même jamais entendu parler de ce problème-là. Pour être tout à fait franc, moi-même, je l'avais oublié, parce que c'est un documentaire qui me l'avait rappelé, un documentaire qui essayait de voir un petit peu les choses positives, et notamment le fait que le trou dans la couche d'ozone était aujourd'hui quasiment résorbé, je crois. Et du coup, en fait, si en 10 ans déjà, on a deux générations qui ont appris deux choses différentes, qui ont baigné dans une
dans une, comment dire, une sauce différente. Imaginez quand ces générations ont pour 30 ans, peut-être 30 ans ou 40 ans de différence. Vous imaginez? Ma génération, on a connu les cassettes VHS. Les personnes qui sont nées dans les années 2000 ne les ont pas forcément connues. C'était déjà le DVD. C'est des trucs qui sont complètement cons, hein, mais qui ont pourtant changé toute la vision d'une génération. Parce que peut-être que la génération des années 2000 sait comment fonctionne un DVD, mais ils ne sauront peut-être pas comment fonctionne une cassette. Et c'est pas ça qui... Évidemment, c'est pas important, mais c'est pour vous dire qu'on a appris des choses, on a baigné dans des environnements qui sont très parfois différents. Et justement, c'est là où on en arrive à mon point. C'est que si en disant déjà, il y a des choses que deux générations qui se séparent n'arrivent pas forcément à comprendre ou à complètement, je sais pas dire, mais complètement bien assimiler, on va dire, se mettre à la place. Imaginez donc en 30 ou 40 ans, lorsque carrément le réchauffement climatique, on n'en parlait même pas à l'école, c'était même pas un sujet, que l'homosexualité, c'était la honte à l'époque, que tout le monde fumait, et qu'on estimait que c'était quelque chose de potentiellement toxique, mais on sait pas trop, hein, parce que ça aussi, on l'oublie, hein, que les cigarettiers, eux aussi, hein, ils jouaient sur le doute de « Oh ouais, mais nous, on a des études qui prouvent que c'est pas si nocif ». Rappelez-vous des médecins qui disaient que la cigarette était exceptionnelle pour le corps et même pour la gorge, quand tu penses. C'est quand même de la folie. Ça a existé. Et du coup, quand on a cette génération-là, qui n'a pas forcément vécu avec... qui, on va dire, peut-être le seul stress, c'était de, effectivement, trouver un travail, que l'économie ne se porte pas trop mal, que la famille, surtout, hein, puisqu'on a tendance à oublier qu'il y avait l'importance de la famille à l'époque, qui aujourd'hui est d'une importance tout autre. Parce que même si la famille, c'est très important, aujourd'hui, on estime par exemple que c'est plus forcément... Une famille, c'est plus forcément un couple, avec 2 enfants. Que c'est plus forcément l'homme qui doit ramener l'argent à la maison. Alors vous allez me dire, oui, mais dans les années 60, 70, 80, c'était déjà plus vraiment le cas, etc. Non, attendez, non. Par rapport à aujourd'hui, ça n'a quand même rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et n'oubliez pas que les jeunes qui aujourd'hui, parce que c'est ça qui est dingue, les jeunes qui aujourd'hui ont 16 ans, par exemple, en 2022, ils sont nés quasiment en 2008, quelque chose comme ça, 14... Donc en 2000, en 2007, 2006, quelque chose comme ça. Et c'est ça que je veux dire, c'est que on se rend pas compte que ces jeunes-là, en 2011, c'est l'apparition de YouTube. MeToo, c'est quoi je sais pas quelle année c'est, MeToo d'ailleurs. Ça doit pas être il y a hyper longtemps, je pense. Mais donc, eux, ils avaient peut-être 10 ans à ce moment-là. Vous voyez ? Donc peut-être, ou 12, ou 14, enfin je veux dire, ils avaient peut-être déjà conscience de ce que c'était. On leur a parlé, on leur a appris ça. Vous savez, même quand on est petit, moi je me rappelle toujours, j'avais 8 ans quand est arrivé... oui c'est ça, j'avais 7 ou 8 ans quand est arrivé le 11 septembre 2001. Moi je m'en rappelle toujours de cette journée. Donc imaginez ces jeunes qui arrivent, on parle de MeToo partout, bah peut-être que ça frappe aussi. Donc ce que je veux dire c'est que en fait, derrière ce hockey boomer, en fait, il y a vraiment ce côté... C'est pas de la condescendance, contrairement à ce que beaucoup croient. C'est pas, en fait, le hockey boomer, ce n'est pas des jeunes qui trouvent qu'on est plus malin que les vieux. Ce n'est pas une insulte, en réalité. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, hockey boomer, c'est avant tout un cri de la part des jeunes. C'est en fait un cri derrière lequel les jeunes disent... Mais bon sang, comment, avec tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, vous réussissez quand même à fermer les yeux et à vous dire qu'il y a des choses plus importantes. Et notamment, par exemple, les discussions qu'on a avec mon père,
pour moi, parfois, ça paraît un peu lunaire. Ça paraît un peu lunaire parce que sa jeunesse n'a pas du tout été la même que la mienne. Dans sa jeunesse, il s'en foutait de la politique. Ce n'était pas important, c'était même pas intéressant. Parce qu'en fait, il se sentait par exemple tellement pas intégré par rapport à elle. Il y avait tellement de magouilles, mais qui ne sortaient pas, mais qui se savaient quand même, et pour lesquelles on ne pouvait juste rien faire. Enfin, c'était l'impression qu'en tout cas, on avait à l'époque. L'important à l'époque, c'était aussi la famille. Donc, comme je le disais, gagner de l'argent. Mon père a été très fort dans cette pensée que c'était lui qui devait maintenir toute la famille. Et même encore aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose que je remarque, c'est quelque chose qui lui pèse littéralement sur les épaules et qu'il ne pourra jamais, je pense, totalement se retirer de ça. Pour lui, dans sa tête, il y aura toujours, parce que c'est comme ça, il a grandi dedans, et ce sera toujours lui qui sera responsable de la famille. Même si à côté ma mère elle travaille, même si à côté ses enfants travaillent, etc. Pour lui, il sera toujours un socle pour la famille. Et en fait, les pressions qu'il a par rapport à ma génération, par exemple, sont complètement différentes en fait. Parce que pour lui, à son époque, il fallait travailler pour survivre. Il n'y avait pas de question de est-ce que tu vas aimer ton métier ou non. Non, je vous rappelle qu'à l'époque, les usines, il y avait, si déjà encore aujourd'hui, il y a des usines où c'est l'enfer niveau sécurité, à l'époque, c'était encore pire. Donc à l'époque, c'était aussi une question de se battre pour quand même survivre. Alors oui, bien sûr que la conjoncture était peut-être meilleure qu'aujourd'hui, peut-être que l'économie régressait, mais pas autant qu'aujourd'hui, etc. Mais on a tendance à oublier effectivement que nous sommes face à forcément une génération où les problèmes n'étaient pas du tout communs, en fait. C'était pas des problèmes du style oh, le monde va disparaître, comme ça peut être avec le réchauffement climatique. Le problème à l'époque, c'était si toi, déjà, tu t'en sors, c'est déjà bien. c'est déjà quelque chose de bien pour le monde. Et quand on voit aujourd'hui, c'est d'ailleurs un petit peu l'évolution vers laquelle on va toujours plus, hein, c'est si toi tu vas bien déjà, c'est bien. Et en fous-toi des autres. D'abord, fais en sorte que toi tu ailles bien, et puis les autres, on verra plus tard. Et s'il faut gratter chez les autres pour que toi tu ailles mieux, eh bien faisons, c'est pas grave. Et du coup, en fait, c'est là où aussi est la distance, je pense, entre ces générations, c'est que le problème de l'inflation, c'est qu'on le ressent sans le ressentir. C'est-à-dire que quand on dit aujourd'hui que l'inflation a augmenté, l'inflation a augmenté de 10%, en fait, on s'en rend pas forcément compte parce que c'est pas 10% partout. Il y a des trucs qui ont augmenté de 20 ou de 30%, et il y en a qui ont baissé, par exemple, de 5%. Voilà. C'est ça l'économie, évidemment, de marché. C'est la base. Hein. Il y a des produits qui montent et d'autres qui descendent. En fait, quand on dit une inflation de 10%, c'est qu'en moyenne, les prix ont augmenté de 10%. Mais du coup, tes légumes, tu les achètes peut-être 5% plus cher. Mais tu ne le sais pas forcément parce que bon, ton légume, si tu l'achètes, j'invente, mais au lieu d'1,50€, tu l'achètes 1,60€. Bon, franchement, tu vas pas te dire... bon, bah merde, tu vois. Non, en fait, c'est pas... D'ailleurs, ce serait 1,57€, je crois, d'1,50€ à 1,57€. Mais bon, bref, on s'en fout. Vous avez compris l'idée. C'est que la différence de prix, elle sera pas là. C'est qu'en fait, c'est l'accumulation de choses qui fera que c'est 10%. Et en fait, il y a aussi ce côté où, aujourd'hui, on se rend pas compte qu'il y a... En fait, on sous-estime, je pense, le nombre de gens pauvres. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, avec l'inflation, etc., le SMIC est tombé, en fait, tellement en désuétude, le SMIC est tellement bas et ne permet tellement pas d'en vivre, qu'en fait, dès qu'on est au-dessus, on a l'impression qu'on est bon, qu'on est OK, qu'on est dans la classe moyenne, que c'est bon, ça va, tout va bien, c'est bon, on est payé correctement, etc. Mais la réalité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, être pauvre, par exemple à Bruxelles, bah c'est peut-être gagner 1 800€ par mois. C'est peut-être ceux qui gagnent moins que 1 800€. Ou 2 000€. Et ces chiffres, en net, évidemment, et ces chiffres peuvent paraître énormes, mais comparé à l'inflation qu'il y a depuis toutes ces années, comparé au prix de la vie,
Comparé au fait que si tu es dans la classe moyenne, normalement, tu n'es pas censé compter l'argent que tu as en fin de mois. Tu n'es pas censé t'arracher les cheveux parce que tout à coup, il y a une inflation, justement. Tu es censé te dire, bon ben c'est pas grave, je vais un petit peu moins consommer, je vais peut-être un petit peu moins acheter de choses qui me font plaisir, je vais peut-être un petit peu moins aller au restaurant, peut-être un petit peu moins faire tic, tchac. Et en fait, je crois que c'est ça, aujourd'hui, le vrai problème. C'est qu'on se rend pas compte de ce que c'est que d'être pauvre, en fait. Je crois qu'on a oublié ce que c'était que d'être dans les difficultés financières. Je crois qu'on a oublié qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, qui gagnent 1800 € par mois, ce qu'on peut estimer peut-être un beau salaire, mais qui en réalité se retrouvent dans des appartements qui sont chers, beaucoup trop chers, qui vont effectivement pouvoir peut-être se payer un resto ou deux dans le mois, peut-être pouvoir boire un verre aussi, et qui après n'auront plus rien, en fait. Et c'est ça qu'on oublie, en fait. C'est que la pauvreté, c'est bien plus compliqué que juste une question de chiffres. Parce que si en plus on compte sur le fait que, par exemple, si tu gagnes 1800 € par mois, mais que tu habites, j'invente, mais en Asie, peut-être que tu seras comme un roi. Mais ici, on est en Occident, donc forcément, les prix sont plus chers. Maintenant, ça veut pas dire que voilà, si tu gagnes 1800 € par mois et que tu habites à Liège, par exemple, j'invente, je vois Liège là, bah voilà, bien forcément, peut-être que ce sera un beau salaire. Mais donc aujourd'hui, on peut plus se fier, et c'est pour ça, moi je me souviens que ça m'agaçait quand mes parents toujours faisaient des comparaisons avec les francs belges. Comme vos parents aussi, si vous êtes jeunes peut-être, faisaient des comparaisons en francs français. Moi ça m'agaçait toujours. Et en fait, avec le temps, forcément j'ai compris ce qui m'agaçait. C'est que forcément tu ne peux pas comparer. Avec l'inflation, etc., c'est incomparable en fait. Tu pouvais comparer les premières années, en fait. Peut-être les 10 premières années. Mais après c'était foutu, c'était finito. Tu peux plus comparer. 1 million de francs belges ne vaut plus l'équivalent en euros aujourd'hui. Plus du tout, ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir. Et donc en fait, derrière ce hockey boomer, je pense que ce qu'il faut comprendre de la part de ma génération, c'est pas que vous êtes con. C'est pas du tout ça en fait. En fait, ce qui se dit, ce qui est derrière cette expression, c'est vraiment le principe que aujourd'hui, les jeunes, en fait, il y a une sorte de souffrance. Ce n'est pas parce qu'on a Amazon et qu'effectivement nos colis peuvent être justement livrés en 24 heures parce qu'on vit dans un monde de fous que pour autant on est heureux et qu'on est en mode ah bah oui, c'est vrai qu'on a tout ce qu'on veut. Les difficultés, ce ne sont pas juste la technologie ou non, ou en fait les difficultés elles sont là aussi. C'est le fait qu'on doit partir de plus en plus tardivement de chez nos parents, que en plus quand on part c'est la galère, que trouver des métiers qui payent bien parfois c'est difficile, que faire du bon travail n'est plus forcément suffisant, que aujourd'hui on n'a plus comme avant par exemple enfin voilà je vais dire des centaines de marques. On n'en a plus qu'une cinquantaine peut-être, une vingtaine. Aujourd'hui, c'est difficile en fait même de... Voilà, quand par exemple on vous dit bah la retraite ça va être à 67 ans et qu'on l'a augmenté de 10 ans en 10 ans, c'est difficile en fait de se dire bah moi j'aurai une retraite. Je pense qu'il faut vraiment comprendre ça, que derrière ce hockey boomer, il y a un vrai cri en fait de désespoir, je pense, de la part de la jeunesse vis-à-vis de cette génération finalement, je crois, qui ne se rend pas compte finalement, qui ne prend pas en fait, qui ne regarde pas de manière globale ce qu'il se passe. On a une génération quand même qui connaît la guerre aux portes de l'Europe, avec une guerre que la dernière fois qu'on avait vu une guerre pareille, c'était le Vietnam. Et encore quoi. On a aussi justement ce réchauffement climatique qui ne nous lâchera pas. On doit faire quelque chose. Sauf que on n'est pas dans une posture où, justement, pour reparler de mon père, où on peut se dire « Oh, on s'en fout, de toute façon, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, et on peut rien faire. » On ne peut pas faire ça, parce que si on fait ça, on est tous... Allez, on a des chances de tous crever, soyons clairs. Et quand je dis tous, c'est évidemment que pas tout le monde ne mourra, mais que peut-être que nous, on sera dedans. Si on n'a pas de bol. Ça se jouera sur la chance. Et donc c'est ça que j'aimerais mettre en exergue
c'est que derrière ce OK boomer, ce n'est pas de la condescendance, ce n'est pas une envie d'humiliation d'une génération à l'autre, ce n'est pas une sorte de rébellion contre les vieux cons, c'est pas juste ça en fait. Derrière le OK boomer, il y a vraiment beaucoup plus et beaucoup plus grave. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes quelqu'un, justement, pour lequel on vous a souvent dit « Ok, boomer », ou que vous avez vu des jeunes et que vous dites « Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons », allez, réfléchissez un peu plus loin. Essayez de vous mettre aussi à la place de cette génération qui, visiblement, ne change pas, ou même pire, peut-être, devient de plus en plus axée sur la mobilisation et a de plus en plus envie de bouger. Essayez de regarder un petit peu, finalement, plus globalement, ce qui se passe. Ça veut pas dire déprimer, ça veut pas dire se mettre en boule et pleurer, hein. Ça veut juste simplement dire, regardez la réalité en face. Et dans cette réalité, qu'on le veuille ou non, bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais clairement, on aurait pu peut-être éviter ce qui se passe aujourd'hui avec une mobilisation ou une autre. Je pense que j'entendais un... Bon, cette vidéo, je vous la voulais courte, mais elle va être longue, je m'en fous. Mais je crois que le sujet est trop important. J'entendais Kersozon, qui est un marin, expliquer « Moi, j'ai beaucoup de mal avec la nouvelle génération qui insulte la nouvelle. » Voilà. Il parlait de Greta Thunberg. Il disait « Elle arrête pas de dire « C'est votre faute, c'est votre faute. » Or, moi, je trouve que c'est un peu injuste parce que notre génération et nos parents, on a essayé de faire au mieux. Et chaque génération essaie de faire au mieux. Et puis voilà. Et c'est pas bien de les insulter, quoi. C'est pas cool. Et c'est vrai que, d'un côté, je comprends. C'est vrai que c'est pas cool, en fait, de se faire dire « Putain, mais vous avez rien foutu. » Vous voyez ? Putain, mais vous êtes con, en fait. Parce que parfois, c'est ça, hein. Parfois, c'est ça qui se dit. Parfois, face à des gens, c'est vrai qu'il y a cette sorte d'envie d'être plus agressif, en fait, dans les propos. Mais je suis pas d'accord avec lui, en fait. C'est trop facile de dire juste « On a fait au mieux, et puis bah voilà, hein. Pas de bol, hein. Tout est cassé. Bah rip. » Parce que c'est pas vrai, déjà. C'est pas vrai de dire « On a fait au mieux ». Je suis désolé, mais l'Allemagne, pendant les années 30, n'a pas fait au mieux. Les Alliés, pendant les années 30, ils n'ont pas fait au mieux. Ils ont été égoïstes, extrêmement égoïstes. Les populations n'ont rien fait pour éviter cet égoïsme. Et les personnes qui étaient derrière ces guerres aussi sont des personnes qui parfois avaient beaucoup d'argent. Hein, s'il y avait beaucoup d'industries derrière les guerres, comme aujourd'hui, regardez hein, le nombre d'industries qui s'enrichissent, et notamment l'industrie militaire, notamment, hein, c'est le premier exemple qui vient évidemment, s'enrichissent à chaque fois qu'il y a une guerre. Mais je suis désolé, mais on ne peut pas dire qu'ils ont fait... Je trouve qu'on ne peut pas dire qu'ils ont fait au mieux. C'est trop facile. Tout le monde n'a pas fait au mieux. Il y en a qui ont fait au mieux. Mais il y en a d'autres qui se sont qui ont juste dit « Ok, c'est comme ça, et je ne ferai rien. » Il y en a qui se sont dit « Bah, vous savez quoi ? Moi, je pense qu'effectivement, on est dans un monde où il faut tuer les autres. » Et je veux dire, c'est pas... Est-ce que aujourd'hui, par exemple, pour prendre un exemple actuel, est-ce qu'aujourd'hui, nous pourrons dire aux Russes « Vous avez fait au mieux. » À la population russe, vous avez fait au mieux. Est-ce que nous pourrons dire... Alors, autant la population russe, je pense que ça peut être débattu, autant pour ce qui est, je pense, des personnes influentes en Russie, on ne pourra pas juste leur dire « Bah, vous avez fait au mieux, hein, écoutez, vous avez fait au mieux, vous avez essayé de conquérir un pays, et puis après, vous avez raté, bon bah rip, hein. » Bah non, tout le monde ne fait pas au mieux. C'est pas vrai. Si tout le monde faisait au mieux, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine, je pense. Si tout le monde faisait au mieux, il n'y aurait pas de fraude dans les gouvernements occidentaux. Il n'y aurait pas de corruption dans les dictatures et nous aurions seulement des despotes éclairés. Or, ce n'est pas le cas. C'est indéniable que ce n'est pas le cas. Donc, je pense que oui, nous avons le droit
de reprocher, en quelque sorte, aux anciennes générations de ne pas avoir fait de leur mieux. De parfois dire qu'ils ont été cons, de parfois dire que c'était pas malin. Mais, alors du coup, comment faire en fait? Quelle est la posture à adopter ça? Pour moi, hein, quand je le regarde de l'extérieur un petit peu, quelle est la posture par exemple? Mon père, la première chose qu'il fait, c'est s'offusquer. Oh, vous croyez plus malin? C'est une génération qui se croit plus maline. Mais il faut bien comprendre que derrière, en fait, ces insultes, derrière cette sensation de mépris hein, que l'on peut avoir en écoutant ces paroles, ce que nous, les plus jeunes, on a envie, ce n'est pas que vous vous sentiez offusqué, on n'est pas là pour vous insulter, on s'en fout en fait. On n'est même pas là pour ça. Parce que, soyons honnêtes, le réchauffement climatique, vous ne le vivrez jamais. On n'en est qu'au début, et bon, si on calcule justement les moyennes d'âge, vous serez probablement mort avant d'arriver aux trucs les plus graves. Mais, en fait, nous, si on dit ça, si les générations de mon âge disent ça, c'est parce qu'en fait, on a envie que vous réagissiez. On a envie de vous faire bouger. On a envie qu'en fait, vous nous disiez « Mais non, on n'est pas con. Non, on n'est pas con. Bien sûr que non. Regarde, moi, je me mobilise pour ça. Et tu sais quoi? Parce que vous savez, c'est ça le pire, hein. On est tous cons, hein. Soyons honnêtes, on est tous cons dans la vie. On a tous des moments où on est plus cons et des moments où on est plus intelligent. D'accord? Eh bien, l'intelligence, c'est pas juste s'offusquer quand on nous fait une remarque, parfois aussi véhémente qu'elle puisse être, hein. Mais parfois, c'est aussi écouter le fond des paroles. Et surtout, moi, je trouve envers les jeunes, l'expérience, quand on vieillit, pour moi, hein, c'est qu'en fait, un jeune qui vous insulte, bah, il faut toujours voir un peu plus loin que l'insulte. Il faut toujours regarder, réfléchir et comprendre. Pour moi, c'est un peu ça, la sagesse. C'est comprendre, en fait, que derrière des mots, parfois, se cache une forêt de problèmes. Et que c'est ça, en fait, qu'on doit comprendre. C'est cette forêt. Et c'est comprendre le fond. Parce que regardez un enfant qui dit que vous êtes un gros pipi le caca prout, pour une raison X ou Y, en général, il vous le dit pas pour rien. Et en général, même s'il s'exprime très mal, c'est peut-être... Enfin, il vous le dit comme ça, mais vous êtes assez intelligent et mature pour savoir qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière. Vous savez, quand un enfant a un vrai problème, ça se voit. Et d'ailleurs, les enfants les plus violents, souvent, sont les enfants qui ont les plus gros problèmes familiaux. Et je pense que c'est ça, en fait, la maturité. C'est comprendre qu'un jeune qui vous insulte quand vous êtes vieux, bah, en fait, réagir comme un vieux con, c'est se sentir humilié par ça. Normalement, quand on est plus vieux, en fait, on devient plus mature et on s'arrête pas juste aux gros mots, entre guillemets. On écoute le fond. On réfléchit. On se dit, mais attends, c'est vrai. Moi, j'ai plus d'expérience, justement. J'ai vu plus de choses. J'ai vu ce Vietnam. J'ai vu le trou dans la couche d'ozone, etc. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt, justement, quelque chose à en tirer? Est-ce qu'on peut pas aller plus loin? Moi, je pense que oui. Et c'est de ça que je veux parler. Et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. C'est parce que je pense que ce soit les jeunes générations, où je pense que forcément, même si parfois on peut s'énerver, et c'est très énervant parfois d'avoir un... Je vais pas vous mentir, hein, pour l'expérimenter moi-même, c'est extrêmement énervant parfois de se retrouver face à quelqu'un de plus vieux et qui semble complètement fermé, et fermé, je vais dire que ce soit au monde, mais aussi fermé aux problèmes, et qui préfère s'enfermer dans un système qu'il connaît pour ne pas devoir agir, plutôt que de s'ouvrir et de se dire « Mais oui, effectivement, il y a un problème, et il faut que je sorte, que ce soit dans la rue, ou il faut que j'agisse. » Que ce soit justement, donc, pas en allant à des manifestations, ou justement, j'en sais rien moi, s'engageant politiquement, ou en faisant à sa propre échelle des choses. C'est ça que je trouve un peu... Je peux comprendre la frustration. Mais je pense qu'on doit, nous, de notre côté, essayer évidemment de lisser un maximum ça, et de comprendre un petit peu à quel point le monde a changé entre les années 60-70, par exemple, on va dire 50, 60, 70, et les années 2000, 90 et 2000, 2010. Je pense qu'on doit vraiment faire un effort, je vais même dire 80, parce qu'en vrai... y a même des gens plus vieux que moi qui sont, je pense, un peu dans cette génération de jeunes, avec des gros guillemets.
Mais je pense que c'est vrai qu'en fait, on doit essayer d'être plus malin que ça et pas forcément s'emporter. Je pense qu'on doit essayer d'être peut-être plus calme quand on essaye d'expliquer des choses et de ne pas arriver à ces extrêmes, évidemment, de OK boomer. Et à l'inverse, je pense aussi que les personnes plus âgées, au lieu de se renfermer et de se dire qu'on est dans un monde de fous et incompréhensible, je pense qu'au contraire, il faut s'ouvrir, parce que c'est jamais en s'enfermant dans sa propre bulle qu'on se dit bah ouais, effectivement, enfin, quand tout à coup on ouvre les yeux, c'est en général en s'ouvrant au monde, en regardant les nouveautés, en essayant de comprendre les évolutions, que ce soit, mais enfin je veux dire, il y en a plein, que ce soit d'ordre sexuel, d'ordre écologique, d'ordre scientifique, d'ordre voilà. Et ça, en fait, ça va par le dialogue, mais aussi évidemment par l'information. L'information et l'esprit critique. Mais surtout, pour moi, je vais dire, il faut surtout s'ouvrir à cette jeunesse qui, clairement, visiblement, a des choses à vous dire. Et plutôt que de les envoyer bouler parce que ce sont des sales gosses, eh bien, je pense qu'il faut vraiment faire cet effort de se dire, attends, peut-être que là, il me dit quelque chose de manière un petit peu virulente, c'est vrai. Peut-être qu'il n'utilise pas les bons termes, mais peut-être que ce qu'il dit est vrai. Parce qu'on rappelle évidemment que l'esprit critique, c'est pas forcément. Voilà, hein, évidemment, on essaye d'apprendre. Enfin, moi, je dis on, en fait, c'est parce que je parle des gens qui le font, des rhétoriciens, etc. Eh bien, ils essayent de nous apprendre à bien argumenter, à bien parler de ces sujets. Mais en fait, quand on y pense, voilà, c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose de mal que forcément c'est faux. Pour ça qu'en fait, en général, on demande des preuves, etc. Mais quand, du coup, un jeune vous dit quelque chose, plutôt que de l'envoyer bouler, même s'il vous insulte de boomer, même s'il vous dit que vous êtes qu'un gros con, un vieux con, etc., n'oubliez pas que derrière l'expression vieux con, que je suis sûr que vous-même avez utilisé à votre époque, n'oubliez pas qu'il y a toujours, en fait, un décalage générationnel. Et que peut-être que c'est ça que vous n'arrivez pas à percevoir. Et franchement, je pense hein, que vous serez plus heureux en le percevant. Voilà. Je pense pas qu'on soit heureux dans la caverne de Platon en regardant les ombres et en se disant ça me dépasse. De toute façon, je préfère croire que c'est la réalité. Je pense sincèrement que même si cette allégorie a plein de défauts, je pense que pour le coup, le fait d'effectivement, entre guillemets, voir cette lumière de vérité et de pouvoir enfin se dire que voilà, hein, que le monde est plus complexe et qu'au final, on peut peut-être agir à notre échelle, c'est beaucoup plus rassurant que de se dire que bah il se passe des trucs, mais on ne veut pas savoir, et ceux qui croient qu'il se passe des trucs sont des cons. Voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à dire. Je sais pas trop si c'était clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, si c'était un peu fouillis. Je vous avoue que je voulais faire une toute petite vidéo, mais le sujet est si complexe que je pense que ça méritait une vidéo plus longue. Je vous souhaite à tous, en tout cas, de bien débattre. Je vous souhaite à tous de vous entendre. Et plutôt que des générations qui s'affrontent, j'espère qu'à un moment donné, en fait, on va réussir à se retrouver, à pouvoir discuter et échanger. Ce serait bien plus sympathique. Et à arrêter de chacun regarder notre nombril. Parce que je pense que si les vieux ne se battent que quand on parle de leur retraite, et que les jeunes ne se battent que quand on parle des étudiants, on ne va littéralement jamais avancer. Voilà. Il faut littéralement que chacun on fasse des efforts et qu'on se dise que se battre pour les autres, c'est aussi se battre un peu pour soi-même si on est égoïste et qu'on a besoin d'une motivation supplémentaire. Hein. Donc, battez-vous pour vous et donc battez-vous pour les autres. Faites ce qui vous semble juste, mais faites-le bien. Et jamais dans l'excès, évidemment. N'oubliez pas que la violence est une limite à ne pas franchir, par exemple. Et je pense que si un jour on arrive à tous suivre ces règles, je pense qu'en réalité, je suis certain même qu'on peut, en tout cas, grandement diminuer le réchauffement climatique et peut-être sauver le futur de tout le monde. Peut-être que notre nom ne sera pas dans un livre, mais au fond de nous, on saura qu'on l'a fait.
Et je pense que c'est quand même plus sympa de partir l'esprit tranquille que de partir en se disant qu'on a été un gros connard. Qu'on soit jeune ou vieux, hein. Soyons honnêtes. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était juste, voilà, du fond du cœur, comme ça. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez pertinente. Si vous connaissez un boomer ou un jeune qui a besoin de peut-être comprendre un petit peu mieux l'expression. Et puis, sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Bref, à bientôt. La bite.